rise. Veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Le juge unique, bonjour à tout le monde. Madame la greffière d'audience, veuillez citer la cause, je vous prie. La greffière d'audience, merci Madame le juge. La situation en République du Mali dans l'affaire le procureur contre Al-Hassan Ag Abdul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, référence de l'affaire ICC 0112 01 18. Et nous sommes en audience publique. La juge unique, je vous remercie beaucoup et bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Cette conférence de mise en état sera scindée en deux séances d'1h30 chacune. La première séance prendra fin à 11h30 et nous reprendrons à 12h15 pour la deuxième séance. Je souhaiterais que des personnes présentes dans le prétoire se présentent, s'il vous plaît. Bonjour Madame la juge. Bonjour Monsieur Dubuisson. Je me permets de présenter les membres de l'accusation, Madame la juge. Au dernier rang, Marie-Jeanne Sardachti, substitut du procureur. Et derrière moi, Diane Looping, substitut du procureur, et moi-même, Gilles Duterte, premier substitut du procureur. Je vous remercie. Merci, Monsieur Duterte. La juge, oui, je vous en prie. Maître Taylor, bonjour Madame la juge. Je suis Maître Melinda Taylor, je suis accompagnée de Dolly Chala et de Monsieur Michael Rose et je vous remercie. La juge unique, je vous remercie. Maître Taylor, Monsieur Dubuisson. Oh, I'm sorry. Excusez-moi. Merci beaucoup, Madame le juge. Je suis Maître Kassongo Mayombo. Je représente mes collègues confrères qui sont absents. Maître Doumbia Seydou, qui est au Mali. Maître Sita Fidèle, qui est à côté. Et je suis accompagné aujourd'hui de Madame Claire Laplace, qui m'assiste. Merci, Madame le juge. Merci. Bonjour Madame la juge. Alors sur le banc du greffe aujourd'hui, je serai seul, donc à représenter le greffier Peter Lewis, et mon nom est Marc Dubuisson, je suis le directeur des services judiciaires. Merci, Monsieur Dubuisson. Je constate que M. Al-Hassan a renoncé à son droit de présence aujourd'hui et qu'une dérogation a été déposée en son nom. L'ordre du jour de cette conférence de mise en état vous a été transmis dans mon ordonnance du 23 juin. Et j'aimerais insister sur l'objectif de cette conférence de mise en état, car nous nous rapprochons du début du procès. Il s'agit de mettre en exergue les points d'accord et de désaccord entre les parties, les participants et le greffe. Il est extrêmement important que nous soyons précis et concis, et puisque nous n'avons pas beaucoup de temps, je vous demanderai de présenter vos observations de façon ciblée pour que nous puissions véritablement aller de l'avant. Je dirais qu'en principe, cette conférence de mise en état a lieu en audience publique, mais les parties et participants devront m'indiquer s'ils souhaitent à un moment donné passer à huis clos partiel. Et je vais maintenant moi-même demander, Madame la greffière d'audience, à ce que nous passions à huis clos partiel.
We are back in open session. La greffière d'audience, nous sommes maintenant en audience publique, very much. Madame la juge. La juge, So je we will vous start with remercie. the first agenda Donc, nous item, allons which is on commencer agreed avec facts. notre premier point de l'ordre du jour qui porte sur les faits Very faisant important l'objet item. d'accord. The C'est chamber un has, point extrêmement throughout the important. preparation phase, Pendant been toute la phase encouraging, de the préparation, parties la to Chambre a reach agreement vivement on facts encouragé les within, parties Rule 69. à conclure des accords It's sur les faits been au raised, I sens de believe, la as règle far back as 69. February Je of, pense que cela a 2020. été And I know that there have indiqué been dès approaches and le 18 discussions, février 2020. I Je just sais wish qu'il to y a eu really des emphasize that we consultations are et des counting discussions. on inter-party J'insiste sur le fait que nous consultations comptons on these matters, véritablement and sur les we hope to consultations hear some interparties encouraging sur la news this question et morning. nous espérons que vous So allez I nous would like donner to des now nouvelles, hear from des the nouvelles parties as to encourageantes how ce matters matin. are progressing. Donc j'aimerais I savoir will give the ce floor qu'en pensent initially les to the parties. prosecution. Je vais dans un premier temps donner la parole à l'accusation. Monsieur Je vous remercie, Duterte. Madame la juge. Ce point sera traité par ma collègue Marie-Jeanne Sardachti. Je vous remercie. Merci, Madame la juge, de me donner la parole. Je vais traiter donc du premier point de votre ordre du jour, qui concerne les accords sur la preuve, en vertu de la règle 69 du règlement de procédure et de preuve. Mes observations devraient durer moins de 10 minutes. Lors de la... Sorry, Counsel, really we have such little time La this morning. juge, Could we shorten excusez-moi, that to- Madame, I nous just n'avons really need véritablement pas a beaucoup de sense of temps where things are ce at matin, on donc agreed je facts. voulais So juste if you could do your savoir best ce to, qu'il en était. I don't Donc je think we vous can afford 10 demande, minutes Madame, on de one parler representation. moins longtemps parce que nous ne pouvons pas véritablement nous permettre de vous donner la parole pendant 10 Vous avez minutes. demandé si les nouvelles étaient encourageantes. Malheureusement, elles ne le sont pas trop. Nous avons fait plusieurs tentatives, plusieurs approches auprès de la défense. Et s'agissant des premiers accords sur lesquels nous étions mis d'accord, c'est-à-dire 4 faits qui étaient relatifs à l'état civil de M. Al-Hassan, sa nationalité, sa tribu, nous nous étions mis d'accord sur ces 4 faits et donc nous avons produit un projet de requête conjointe. Dans ce projet de requête conjointe, en annexe, il y avait des références à la preuve. Nous avons clairement indiqué dans ce projet que ces références étaient pour la seule information de la Chambre, c'est-à-dire que les accords ne portaient pas sur ces références et pour aider la Chambre dans son travail de vérification des accords. Nous en sommes là, nous avons effectué plusieurs relances auprès de la défense au mois de mars, au mois de juin. Nous en sommes là, il n'y a pas eu de réponse. S'agissant des faits additionnels, nous sommes revenus vers la défense au mois de juin, puisque, si vous vous rappelez bien, lors de la dernière conférence de mise en état, la défense avait dit que, s'agissant de faits additionnels, cela était prématuré pour s'entendre sur des faits additionnels. Pourquoi ? Parce que la décision sur l'amendement des charges n'avait pas encore été rendue et que la divulgation des preuves n'avait pas été achevée. Or, depuis, la défense a bien reçu la liste définitive des témoins, de même que la liste définitive de la preuve à charge. Au mois de juin, nous sommes revenus vers la défense. Nous leur avons envoyé 24 propositions de faits supplémentaires et la défense est revenue vers nous le vendredi 26 juin en disant qu'elle n'était pas en mesure de s'entendre avec nous, notamment parce qu'elle n'était pas capable de s'entretenir physiquement avec M. Al-Hassan. Or, nous soutenons que la défense est tout à fait en mesure de consulter M. Al-Hassan de par les différents moyens qui existent. M. Al-Hassan a accès à la preuve depuis son lieu de détention et ils sont en mesure de communiquer ensemble. Donc, nous en sommes là, s'agissant de ces différents faits additionnels qui étaient simples. Ils portaient sur des vidéos, comme vous nous aviez encouragé de le faire lors de la dernière conférence de mise en état. Vous nous aviez encouragé à nous entendre sur des preuves documentaires, dont des vidéos. C'est ce que nous avons fait. Et voici où nous en sommes, s'agissant de ces faits additionnels, sachant que la défense est tout de même revenue vers nous avec
des propositions sur des thèmes, mais sans faire de propositions précises, des thèmes qui soit se situent en dehors des charges, soit portent sur des faits qui sont contestés. Donc je suis désolée de dire que les nouvelles ne sont pas encourageantes, mais voilà où nous en sommes aujourd'hui. Merci Madame la juge de nous avoir écoutés. La juge, je vous remercie pour vos observations. Cela me donne quand même une idée de ce qui se passe. Je suis ravie d'entendre qu'il y a quand même eu certains accords sur des questions techniques. Maître Taylor, je vous donne la parole. Qu'avez-vous à nous dire à ce sujet? Maître Taylor. Merci beaucoup, Madame la juge. Alors là, j'ai l'impression que nous sommes dans une réalité parallèle, parce qu'avant de pouvoir parler d'un accord sur les faits, il y a toute une kyrielle de besoins qui doivent être respectés. Premièrement, nous devons, en tant que défense, pouvoir évaluer si M. Alassane est en mesure de fournir un consentement éclairé et s'il est en mesure de nous donner des consignes. Et pour ce faire, il doit pouvoir avoir un conseil juridique informé, éclairé au sujet des conséquences des faits faisant l'objet d'accords. Et pour ce faire, il faut que la grille des faits soit réglée. Nous devons pouvoir mener nos propres enquêtes pour nous assurer de la fiabilité de ces faits. Aucune de ces conditions préalables n'ont été respectées. Nous ne sommes pas en mesure de rencontrer M. Alassane en personne et je ne suis donc pas en mesure d'évaluer s'il est tout à fait capable de fournir un consentement éclairé en connaissance de cause pour ce qui est d'un accord sur les faits. Pour ce qui est de la grille, il faut savoir que l'accusation a déposé une demande de notification au terme de la norme 55 qui déplace en quelque sorte l'importance et la pertinence de certains faits. Et cela a une incidence sur notre capacité à fournir des conseils à M. Alassane. Et nous savons comment les choses peuvent se dérouler après l'affaire Katanga. Donc je pense que nous hésitons à lui fournir, à lui demander d'admettre certains faits, alors qu'il se peut qu'il y ait une qualification au terme de la norme 25 qui nous soit présentée. Donc, comme je vous l'ai dit, nous n'avons pas été en mesure d'examiner les éléments de preuve sur lesquels reposent les faits proposés. Il faut savoir que la jurisprudence de la CPI est très claire à ce sujet. Elle encourage la défense à conclure des accords, mais la défense n'est pas obligée de le faire. Et j'aimerais vous dire que dans l'affaire Lubanga, la défense n'a conclu aucun accord sur les faits. Dans l'affaire Katanga, les parties ont conclu un accord au sujet de 7 sur 149 faits. Dans l'affaire principale Bemba, les parties ont conclu un accord seulement sur certains faits. Et le statut n'impose aucun devoir à M. Alassane pour qu'il coopère avec l'accusation ou renonce à la charge de la preuve. Il faut savoir en fait que l'obligation de l'accusation consiste à faire en sorte d'assurer la célérité du procès. Cela est intact. Que la défense décide de coopérer ou non. Le but étant d'avoir un procès rapide, complet et équitable. Et cela relève du ressort de la Cour et de l'accusation. Et je pense en fait que la défense a montré, d'après ses réponses à la règle 68, qu'elle est tout à fait disposée à être raisonnable, qu'elle ne s'oppose à aucune mesure proposée par l'accusation tout simplement pour le plaisir de le faire. Et nous sommes tout à fait disposés à discuter des questions pour faire en sorte que la procédure ait une certaine célérité. Mais nous ne devons pas avoir à négocier avec l'accusation lorsqu'il s'agit des frais, des droits plutôt à avoir un procès équitable. Je pense que si le procès dure trop longtemps, si chaque témoin doit témoigner au sujet du moindre événement, alors il revient à l'accusation de faire en sorte de rationaliser la présentation de ses moyens à charge. Je vous remercie. Thank you, Ms. Taylor. Merci,
Maître Taylor. Alors, pour commencer, nous allons bien entendu aborder un peu plus tard votre accès à M. Al-Hassan. Bien sûr, la Chambre est extrêmement préoccupée à ce sujet et nous allons avoir une discussion à ce sujet. Ce n'est pas quelque chose dont nous allons faire fi, absolument pas, et nous comprenons votre préoccupation. Mais parallèlement, nous nourrissons un espoir, l'espoir de pouvoir progresser sur certains éléments au vu des conditions actuelles dont personne n'est responsable dans cette Chambre, puisque je pense à la pandémie. Alors, vous avez tout à fait raison lorsque vous nous dites que la défense n'est absolument pas obligée de conclure un accord au sujet de faits faisant l'objet d'accord. Il ne s'agit pas de déplacer la responsabilité, absolument pas, mais il ne faut pas oublier que, parallèlement, il va dans l'intérêt de tout le monde, y compris de votre client, d'avoir un procès aussi rapidement que possible, et la Chambre est d'avis qu'il serait beaucoup plus efficace de ne pas consacrer du temps précieux sur des questions qui sont pertinentes, certes, mais qui ne feront l'objet d'aucun litige. C'est la raison pour laquelle nous exhortons les parties à conclure des accords. Alors, s'il s'agit bien entendu de questions qui ont lieu, qui ont trait plutôt aux charges, à des questions directes ou indirectes par rapport aux événements, bien entendu, la défense doit pouvoir décider si elle décide de conclure des accords. Mais le fait est que si pour chaque fait il n'y a aucun accord, cela prendra beaucoup plus de temps. Mais je suis d'accord avec vous, maître. Il appartient à la défense d'en décider en la matière. Ceci étant dit, moi je ne connais pas aussi bien que vous les parties, les éléments et les faits de l'affaire, mais je reviens à ce que j'ai déjà dit lors de conférences de mise en état précédentes. Si vous pouviez vous intéresser à des questions telles que des questions géographiques, la localisation de certains endroits, les moments d'arrivée, le moment où les événements se sont produits à Tombouctou, l'existence de certaines institutions au sein des groupes armés. Il se peut qu'il y ait certains faits qui fassent l'objet d'un fort contentieux, mais d'autres non. Je pense par exemple à la localisation ou l'identification de certains lieux. Je vous encourage, Maître Taylor, à prendre en considération ce que nous vous indiquons. Bien entendu, je ne vous impose absolument rien, mais je pense que des efforts pourraient être déployés. Je comprends tout à fait que vous ayez des difficultés de communication avec M. Al-Hassan, mais vous pouvez communiquer, ceci étant dit, avec M. Al-Hassan. Et pour ce genre de questions, il serait peut-être plus facile de le faire, mais il vous incombe de le faire, Maître Taylor. Donc, je n'en dirai pas plus. Monsieur Duterte, vous souhaitez intervenir? Soyez bref et concis, s'il vous plaît. Je vous remercie, Madame la juge. Très rapidement, il est bien naturel que la défense n'est obligée à rien et il ne s'agit pas de lui forcer la main. Mais il y a des sujets comme l'existence d'un conflit armé qui ne sont pas très secrètes ni contestées ou contestables. Et c'est une des propositions d'accord qu'on avait fait. Tout en étant constructif, je crois comprendre que la défense essaie de nous expliquer qu'elle n'est pas en mesure de conseiller son client. Je suis quand même très surpris de cela, parce qu'il y a le mandat d'arrêt, le document contenant les charges, la décision sur confirmation des charges, la décision sur l'amendement, et tout cela, la décision de confirmation des charges et l'amendement décidé par la Chambre préliminaire, définit le scope du case, qui est donc très clair pour la défense depuis longtemps. Et quant à la règle 55, la notice, elle peut être donnée à n'importe quel moment, ça n'a pas de lien direct avec des accords, mais surtout, la défense sait parfaitement ce qu'il y a dedans. Par ailleurs, sur la question de vérifier les faits et d'aller enquêter, ça fait 2 ans, depuis mars 2008, que M. Al-Hassan est ici et que la défense aurait pu et dû enquêter. Quoi qu'il en soit, le but n'est pas de polémiquer, mais nous sommes et restons ouverts à des discussions avec la défense. Nous allons proposer d'autres faits dans cette perspective.
Je vous remercie, Monsieur Duterte. Je pense que nous avons bien pris connaissance de la question. Je comprends très bien ce que nous a dit la Défense et je me contente tout simplement de vous encourager à envisager ces questions qui ne font pas l'objet de litige. Cela va dans l'intérêt de tout le monde. Donc, je vous exhorte et j'exhorte les parties à faire un dernier effort pour essayer de conclure des accords. Donc, je m'en remets aux parties. Je pense que la Chambre a exprimé autant que faire se peut son point de vue. Nous allons maintenant passer au deuxième point de l'ordre du jour, la présentation des témoins à charge. Donc, j'aimerais donner la parole aux parties et aux participants au sujet des témoins qui seront convoqués par l'accusation, avec les premiers témoins, leur ordre de comparution, le mode de témoignage. Et là, nous allons essayer de nous intéresser à la question des accords, voir s'il y a des accords à ce sujet. Donc, je vais me tourner dans un premier temps vers l'accusation. Je leur demande de nous présenter des observations ciblées pour nous dire ce qu'il en est à ce sujet. Monsieur Duterte, je vous en prie. Madame la juge, j'ai un certain nombre d'éléments d'information pour la Chambre. Très brièvement, en termes de contexte, je souhaite simplement rappeler que nous avons établi l'ordre des témoins non en fonction de notre ordre souhaitable, d'un ordre logique et construit, mais en tenant principalement en compte les questions de problèmes de déplacement liés à la pandémie qui persistent largement. Nous avons en total 87 témoins, dont 74 doivent témoigner verbalement devant la Chambre, soit en personne, soit par audio-vidéo. Et nous avons 13 autres témoins pour lesquels nous déposerons des requêtes en application des règles 68.2b et c. J'en viens au premier bloc de témoins destinés à témoigner à partir de août 2020. Et je souhaite faire les 3 séries de remarques suivantes. La première sur la possibilité de ces témoins de venir témoigner effectivement, comme prévu. La seconde sur l'ordre de comparution à l'intérieur du bloc. Et troisièmement, aux questions de témoignage en personne en salle d'audience ou par vidéolink. Donc tout cela uniquement sur le bloc 1 qui contient 26 témoins, dont de nombreux experts et disons des témoins internationaux, outre quelques témoins factuels. Vous vous rappelez sur la base de nos écritures que, et c'était aussi une des suggestions de la défense, d'avoir des témoins experts dans le premier bloc, non seulement parce que leurs déplacements sont facilités, mais aussi parce que cela pose moins de poids sur la défense en termes de préparation des contre-interrogatoires, même si, pour des témoins d'ordre factuel, nous estimons que la défense avait pleinement le temps de faire les enquêtes qu'elle devait faire. Donc laissez-moi maintenant être plus précis. Parmi les 26 témoins du bloc 1, il y a une douzaine de témoins experts. Il y a un témoin, disons, technique, P193, qui traite de géolocalisation. Il y a 4 témoins internationaux, donc le témoin P0007, P00010, P0057 et P0623. À quoi on peut ajouter P0055. Donc ça fait en total sur ces 26 témoins, on a 18 témoins
dont la déposition est possible sur le plan des déplacements et des voyages sans trop de difficultés. Il reste ensuite dans le bloc 1 8 témoins, dont 7 sont des témoins factuels, comme P0646, et un témoin, P0643, est partiellement factuel et partiellement expert. Pour ces 8 témoins, et vu l'information disponible à ce jour, l'accusation soumet en général que leur témoignage est possible au cours du bloc 1, même si, bien sûr, il y a plus d'aléas dus à la pandémie de Covid-19. Nous ferons tout pour les faire venir avec comme solution alternative des audio-vidéos, j'y reviendrai. Mais cela dépend un peu aussi des explications que le greffe pourra nous donner sur les installations audio-vidéo, notamment depuis Bamako. En résumé, sur ce bloc 1, l'ensemble, sur la base des informations disponibles, peut venir témoigner. L'ensemble. S'agissant maintenant de l'ordre des témoins, maintenant qu'on a informé que ces témoins pouvaient venir, vous vous souvenez que l'accusation, sous réserve de votre autorisation, projette de repousser les deux premiers témoins P0643 et P0646 646. Donc P0643 et P0646 à la fin du bloc 1. Ça figure dans un filing récent et d'ailleurs la défense semblait ne pas vouloir non plus commencer par ces deux témoins. Concrètement, cela signifie qu'on devrait commencer avec le témoin P65, qui était initialement en position 3 dans notre annexe au filing 805. Je fais référence à l'annexe A. Et il sera suivi ensuite de P7, P10 et des autres témoins. À part ce changement des deux premiers témoins du début, témoins 1 et 2 qui passent à la fin, avec votre accord, l'ordre reste pour l'instant inchangé, même si on ne peut exclure telle ou telle circonstance exceptionnelle concernant un expert, mais il est trop tôt pour voir s'il y a un problème de ce côté-là. Je note également notre écriture récente, très récente, sur le témoin P0603, avec l'éventualité ouverte éventuellement de voir ce témoin au sein du bloc 1. C'est entre les mains de la Chambre. Le filing vient d'être notifié dans sa version expurgée à la défense, qui doit donc pouvoir répondre. J'aimerais, si vous le permettez, maintenant, Madame la juge, aller très brièvement en closed session. Le Président, audience à huis clos partiel, s'il vous plaît. We are in open session. Greffière d'audience, nous sommes en audience publique. Concernant, Madame la juge, l'impact de la requête aux fins de terminer la procédure déposée par la défense sur l'ordre des témoins,
pour autant que certains semblent concernés. Le fait est que, bien que le bureau du procureur aurait préféré que cette question soit résolue avant le procès, le retard de cette requête, son importance et son ampleur, ainsi que la réparation drastique demandée, rendent cela pratiquement impossible. C'est donc dans l'intérêt de la justice et de la rapidité de la procédure que le procès doit se poursuivre en parallèle au traitement de cette requête. Le Président, Monsieur Duterte, est-ce que vous pourriez vous concentrer sur la manière dont cela va affecter l'ordre de passage des témoins? L'accusation a déjà évoqué cela par écrit. Je ne souhaiterais pas que vous interveniez sur le fond, simplement sur l'impact que cela peut avoir sur l'ordre de passage des témoins, s'il vous plaît. Le fait est que certains des témoins dans le bloc 1 sont concernés par cette requête. La soumission de l'accusation, c'est que la Chambre est composée de juges professionnels qui sont très capables de faire le tri à la fin, après avoir décidé de la requête, de ce qui est admissible et non admissible, et que dès lors, on peut continuer à entendre ces témoins dans le bloc 1 pendant que le processus sur la termination request se poursuit en parallèle. Le Président, une nouvelle fois. My apologies to the interpreters. Toutes mes excuses à l'adresse des interprètes. Monsieur Duterte, Duterte, nous n'allons pas traiter de cette question aujourd'hui. S'il y avait un problème spécifique en ce qui concerne l'ordre de passage, bien. Pour le reste, cela doit être devant l'ensemble de la Chambre. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous souhaiteriez soulever s'agissant de l'ordre de passage des témoins ou d'autres sujets en ce qui concerne la liste des témoins potentiels de l'accusation? D'audio vidéo. L'objectif de l'accusation est de faire venir le maximum de témoins déposés en personne devant la Chambre dans cette salle d'audience. On sait d'ores et déjà que ça sera quand même pas possible pour le témoin P102 et l'accusation déposera des écritures dès qu'elle aura de l'information complète à ce sujet. Par ailleurs, pour certains témoins, y compris P65, on n'exclut pas, comme solution de repli, d'avoir un audio vidéo. Ça dépendra de l'information que va nous fournir le greffe sur les capacités de déplacement de P65 et d'autres témoins. Et évidemment, l'accusation est consciente que l'information change au jour le jour et que c'est difficile pour le greffe de lire un peu dans une boule de cristal pour savoir ce que demain sera fait. Au total, ce que je voudrais convoyer à la Chambre et aux parties, c'est que l'accusation est prête à démarrer, et qu'on aura clairement besoin d'un peu de flexibilité en fonction des problèmes de transport qui se poseront aux uns et aux autres et qui peuvent affecter soit l'ordre des témoins, soit la comparution en personne versus audio-vidéo. Et évidemment, l'accusation fera diligence aussitôt qu'elle a d'informations précises sur un témoin si le plan devait changer pour ce témoin. Je vous remercie, Madame la juge. Le Président, merci beaucoup, Monsieur Duterte. Du côté du greffe, je crois que nous verrons également comment il faudra que cela soit organisé s'agissant de la flexibilité en matière de transport, étant donné les circonstances. Maître Taylor, à ce stade, s'agissant de ces témoins du bloc numéro 1. Merci, Madame le Président, dit Maître Taylor. Une fois encore, nous sommes un petit peu dans une réalité alternative.
Il y a des écritures récentes déposées en cette affaire. L'accusation avait expliqué que même pour les principaux témoins en 2016 et même les premiers entretiens en 2019, et une requête n'a été déposée qu'en 2020 et traitée avec diligence. C'est donc le cadre dans lequel opère l'accusation. Or, nous entendons une nouvelle fois aujourd'hui que la défense fait quand même le maximum, je dois le souligner, étant donné les circonstances de la pandémie du Covid. On nous dit de nouveau que la défense ne fait pas le maximum pour faire ses requêtes et que nous sommes trop tard. Ça, ce n'est pas l'égalité des armes. Nous avons deux préoccupations principales aujourd'hui. Premièrement, nous avons le droit de développer une stratégie cohérente de défense avant le procès. Et pour ce faire, nous avons besoin du temps nécessaire, des facilités nécessaires pour préparer notre affaire. Étant donné le lien entre les différents témoins, les différentes accusations, cela veut dire qu'il faut que nous puissions mener des enquêtes complètes et pas simplement des enquêtes au cas par cas en ce qui concerne les témoins individuels. Sinon, nous n'avons pas les liens et nous aurons peut-être à rappeler des témoins, ce qui n'est pas très équitable ou très efficace. Et puis ensuite, nous devons pouvoir avoir du temps pour enquêter d'une manière générale. Il y a des témoins spécifiques dans le bloc 1 que nous devons absolument pouvoir rappeler. L'accusation a mené des enquêtes sur cette affaire depuis 2013. Elle a déjà interrogé un certain nombre de témoins en 2014. Elle était censée le faire et être prête pour le procès en 2019. Maintenant, l'accusation a déposé son ordre de passage des témoins le 14 avril et puis ensuite cela a été repoussé au 12 mai. Le mémoire de l'accusation qui devait être initialement présenté le 14 avril a finalement été le 29 mai. Donc l'accusation, si l'accusation est prête pour le procès, c'est parce que justement on lui a donné du temps pour qu'elle soit prête. Et bon, il y a des questions de sécurité sur le terrain. Et effectivement, l'accusation a dû reculer un petit peu ses travaux. Or, elle exige malgré cela que la défense se comporte comme si de rien n'était et comme si nous étions en situation normale. Or, le Covid a des répercussions sur notre situation et cela a donné lieu à des reports d'échéance pour l'accusation. Les restrictions du Covid sont entrées en vigueur au moment le plus crucial pour nous. Comme nous l'avons indiqué dans l'annexe F de nos écritures au sujet du Covid, il y a 6 témoins des faits dans ce bloc dont les identités et les déclarations non expurgées ont été divulguées en 2020. Ceci inclut P65, P645, P638 et P4. Si ces témoins étaient essentiellement anonymes en ce qui nous concerne pendant la première année et demie de cette affaire, comment est-ce que nous pouvons mener une enquête? Comment est-ce que nous aurions pu mener une enquête à leur sujet? Comment est-ce que nous pouvons vérifier leur crédibilité, le fait qu'ils soient éligibles ou non? Nous avons passé en revue les déclarations qui ont été divulguées en 2019, mais elles faisaient l'objet de fortes expurgations. Il y avait des pages et des pages où nous ne pouvions pas lire. Nous avons reçu des noms de 5 témoins à décharge sur les 60 et des témoins 60 de la règle 77 et nous avons reçu ceci entre le 25 mars et le 6 mai. Et c'est à ce moment-là que notre capacité à enquêter a disparu. Lorsque nous avons eu ces 2 listes de témoins,
Si nous essayons d'identifier des sources ou des pistes, comment pouvons-nous le faire si nous ne savons pas si tel témoin était un témoin de l'accusation ou pas? C'est la question que nous nous posons à chaque fois que nous téléphonons à un témoin potentiel. Or, l'accusation nous dit à chaque fois que nous essayons de contacter ces témoins de bonne foi, on nous dit que nous violons le protocole, ce qui a véritablement un effet glaçant pour ce qui est de notre volonté à contacter ces témoins, les témoins figurant dans la liste des témoins de l'accusation. Et au moment où nous avons finalement eu des divulgations qui pouvaient nous servir, les mesures en ce qui concerne le Covid sont entrées en vigueur. Et malgré les questions de sécurité, il y a quand même des missions qui doivent être menées en personne, soit parce que les témoins ne souhaitent pas parler au téléphone avec un étranger à La Haye, ou les témoins vivent dans des endroits où il n'y a pas de liaison téléphonique. Donc voilà pourquoi nous devons pouvoir nous déplacer sur le territoire du nord du Mali. Nous ne souhaitons pas retarder le procès. Nous avons d'ailleurs présenté une liste de témoins à l'accusation, effectivement. Mais sur les 16 noms que nous proposons, l'accusation n'en reprend que 7 dans le bloc numéro 1 sur un total de 26. L'accusation a inclus également plusieurs témoins que nous n'avons pas pu vérifier, sur lesquels nous n'avons pas pu faire d'enquête. Nous n'avons pas d'objection à tous les témoins du premier bloc. Il y a 2 témoins des faits spécifiques et un certain nombre d'autres témoins qui sont affectés par notre requête en annulation. Alors, pour aller plus vite, je vais me concentrer sur les témoins des faits. P65, numéro 3 dans notre liste, éventuellement remonter à la place numéro 1. Quelqu'un qui a fait l'objet de très nombreux entretiens avec l'accusation, y compris en janvier. Et nous avons eu ainsi de nouvelles déclarations. Comme je l'ai dit au départ, nous n'avons reçu cette identité qu'en février. Et les déclarations, oui, nous les avions effectivement, mais il y avait tellement d'expurgations qu'il était très, très difficile de vérifier la crédibilité. Nous avons soumis une requête en ce qui concerne ces témoins et nous en avons le droit d'ailleurs dans le cadre du protocole. Nous avons essayé de contacter ces témoins directement nous-mêmes, mais nous ne le pouvions pas parce que c'était des témoins à charge. Nous avons procédé de manière aussi diligente que possible. Donc, qu'on ne nous dise pas maintenant que notre droit doit être suspendu ou dilué d'une manière ou d'une autre à cause de mesures qui ne dépendent pas de nous. En ce qui concerne le témoin P136, eh bien, nous n'avons même pas reçu de déclaration de la part de ce témoin de l'accusation, ce qui nous empêche une nouvelle fois d'examiner en profondeur les liens, à moins que nous puissions interroger P65. Pour ce qui est de P1, il y a plusieurs problèmes. Nous souhaiterions véritablement avoir un entretien avec cette personne pour plusieurs raisons. Nous essayons de trouver des solutions. Nous ne disons pas tout simplement, c'est impossible, on n'y arrive pas. Nous essayons de trouver des solutions, mais je dirais simplement que nous ne sommes pas prêts pour le moment. Éventuellement, et l'accusation nous dit qu'elle est prête pour le procès, mais quel genre de procès? Quel genre de procès? Si nous voulons un véritable processus contradictoire devant vous, que nous puissions effectivement procéder à des contre-interrogatoires, je dirais que pour cela, nous ne sommes pas prêts pour le moment. Merci.
Le président, merci, Maître Taylor. Nous sommes à un stade de cette procédure où je sais qu'il y a des problèmes des deux côtés en ce qui concerne le calendrier, et puis il y a le problème de la pandémie, mais je ne crois pas qu'aujourd'hui, il s'agisse de montrer du doigt l'un ou l'autre qui a fait quoi, quand. Il y a des problèmes des deux côtés provoqués par la pandémie. Et je comprends parfaitement que la défense se trouve en particulier dans une situation plus difficile. Nous allons malgré tout essayer de faire des progrès sur cette liste de témoins. Et je voudrais souligner qu'à ce stade, on ne doit pas forcément se concentrer uniquement sur le bloc numéro 1 dans son ensemble. On peut peut-être se concentrer sur les premiers 10 témoins. Les premiers 10 témoins, leur accorder la priorité. On peut peut-être avancer là-dessus. Donc, entre les partis, nous essayons d'encourager les partis à travailler sur cette question. Monsieur Duterte, vous avez évoqué cela. Maître Taylor, vous l'avez mentionné, nous avons réexaminé les listes nous-mêmes et la Chambre s'est certainement penchée sur ces pièces. Il y a 7 témoins qui sont communs à la défense et à l'accusation. Ils figurent dans les deux listes. Donc il y a quand même un potentiel ici. Ces 7 témoins, vous pourriez vous mettre d'accord là-dessus. Nous trouvons dans une situation extraordinaire. Donc, dans ce contexte, j'inviterai les partis à bien vouloir réfléchir à la question de savoir si on ne pourrait pas avancer sur ces points. Donc, se concentrer plutôt sur les points d'accord que sur les points de désaccord. Et puis, il s'agit de témoins des faits qui semblent être les plus délicats. Je comprends que dans les circonstances présentes, c'est difficile, mais la question que je pose, est-ce qu'on ne pourrait pas commencer à aborder les témoins des faits? Est-ce qu'on ne pourrait pas les entendre à un moment qui donnerait davantage de temps? Quelques semaines, il s'agit de 26 semaines, 26 témoins, pardon. Je ne vais pas revenir sur les détails de ce qui a été évoqué aujourd'hui. Bien entendu, la Chambre va examiner chaque écriture ayant trait à chaque témoin. La Chambre ne souhaiterait pas intervenir à ce stade directement. Et bien entendu, c'est à la Chambre dans son ensemble de traiter de cela et pas à moi toute seule aujourd'hui. Mais je vous inviterai à essayer de vous mettre d'accord sur ces faits. Il y a certains experts également peut-être sur cette liste. J'ai revu la liste moi-même et je me posais des questions. Pourquoi est-ce que tel témoin est problématique plutôt que d'autres? Donc, je vous inviterai à suivre ces approches et voir si nous ne pouvons pas au moins avancer un petit peu pour arriver à une liste qui soit proposée par l'accusation, mais qui convienne malgré tout à la défense dans la perspective de son travail de préparation. À moins qu'il n'y ait des questions d'ordre tout à fait pratique, je pense que nous devrions nous en tenir là pour le moment. Avant d'aller plus loin, nous sommes saisis, la Chambre est saisie d'une requête plus large de la part de la défense en ce qui concerne les restrictions sur les témoins, le nombre d'heures. Cette requête fait l'objet d'un examen de la part de la Chambre. Les juges sont en train d'examiner cela en profondeur pour essayer d'identifier des points de dialogue éventuels avec l'accusation. Mais j'insiste en même temps sur le fait que, et il faut tenir compte de ce que vous avez dit tout à l'heure, Maître Taylor, je souhaiterais dire qu'un accord sur les faits pourrait être une chose positive à cet égard. C'est la partie appelante devrait pouvoir bénéficier d'une certaine souplesse.
presse. Mais finalement, c'est la Chambre qui a la responsabilité d'un déroulement équitable des débats. Il y a également ces fonctions d'ordre éthique. Nous pouvons intervenir lorsque cela est nécessaire et il faut que nous restions efficaces, notamment dans la situation difficile où nous nous trouvons aujourd'hui, particulièrement pour la défense. Donc, peut-être que nous interviendrons au début, peut-être plus loin dans le processus. Nous avons confiance et nous espérons que les partis pourront arriver à un accord, en particulier eu égard à la difficulté de la situation auquel nous nous heurtons. J'espère, je sais qu'il y a des difficultés des deux côtés, mais je vous inviterai à ne pas vous en tenir à savoir qui a fait quoi quand, mais plutôt aller de l'avant. Essayez de trouver quelque chose sur lequel vous puissiez vous mettre d'accord et de manière à ce que nous puissions avancer. Voilà, je vais m'en tenir là et nous allons passer au point suivant à l'ordre du jour, article 31, notification donc au titre de l'article 31-32 du statut. Monsieur Duterte? Ah oui, votre collègue, je crois. Madame Looping, il s'agit des articles 31 et 33 du statut. Je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit par l'accusation précédemment, mais je voudrais expliquer que l'accusation demande au juge unique d'ordonner à la défense de respecter ses obligations au titre des règles 78, 79 et 80 et à fournir une notification en bonne et due forme de ses moyens de défense potentiels ainsi qu'une divulgation complète des éléments de preuve en appui, comme cela est exigé au titre des articles 31.1d et 33. La Chambre de première instance a le pouvoir de faire cette ordonnance de notification par la défense et de divulgation au titre des normes 78, 79 et 80 et des pouvoirs statutaires, notamment articles 64.3c et 64.6d. Nous avons besoin de cette notification avant que le procès ne commence. Je vais expliquer pour quelles raisons. Et deuxièmement, nous estimons qu'il n'y a pas de base valable justifiant ce manquement à cette obligation à cette date. Pourquoi est-ce qu'il y a cette obligation de notification et divulgation ? Nous en avons déjà parlé lors de l'audience précédente de conférence de mise en état. Donc, il s'agit du transcript 11, page 62, 1.4, page 63, 1.17 et de l'écriture 615, paragraphes 99 et 103. Nous avons absolument besoin de ces éléments avant de commencer le procès pour que nous puissions nous préparer de manière correcte et pour que nous puissions aider la Chambre à arriver à la bonne décision. Les chambres de première instance ont déjà considéré que ces obligations, règles 79-80, pour les notifications, les divulgations, que ces obligations interviennent avant le début du procès et que cela n'a pas d'interférence avec le droit de l'accusé à demeurer silencieux. Je fais référence notamment à l'affaire Bemba, écriture 615. Il faut que nous ayons cela avant le début du procès. Pourquoi en avons-nous besoin avant le procès? Notification et divulgation, parce que cela va avoir une influence sur la manière dont nous allons mener notre affaire. Nous devons savoir si nous devons ajouter des témoins à notre liste ou même pour les témoins qui figurent déjà sur cette liste, nous devons savoir quel genre d'éléments de preuve nous avons besoin de leur part.
Et nous devons comprendre sur quoi se base la défense. Bon, il est bien évident que c'est nécessaire pour un procès équitable et pour être efficient. Sinon, il va falloir rappeler des témoins une nouvelle fois, alors que nous aurions pu les entendre directement en une seule fois. Il faut que nous procédions de manière continue au lieu de fragmenter ainsi notre approche. Il n'y a pas de bonne raison ou de bonne excuse de la défense. Le président, merci beaucoup. Nous avons des écritures détaillées à ce sujet, donc je pense qu'il n'est pas nécessaire que vous en disiez davantage, à moins que vous ayez un point spécifique à soulever. Nous sommes bien informés des règles et des articles en conséquence. Pour ce qui est par contre, le calendrier, la défense est bien consciente de ce calendrier. La défense a déjà, le 4 juillet 2019, indiqué que le processus était que le processus devant le tribunal islamique était illégal. Cela est déjà évoqué dans les deux moyens de preuve, et ceci dans le cadre de l'article 31.1d et 33, et le 6 décembre 2019, ainsi que le 6 juin 2020. Vous connaissez les raisons pour lesquelles la défense n'a pas voulu transmettre ces notifications et faire ces divulgations, et je voudrais, si vous me permettez, reprendre ces raisons. Madame le juge, non. Nous sommes déjà au courant de ces remarques. L'accusation, oui, merci Madame la Présidente. Et c'est pour ces raisons que faisons référence à nos documents 892 825 et je demanderai au juge unique qu'il ordonne que la notification et la divulgation soient transmises par la défense. Je vous prie d'utiliser votre autorité au titre des articles 78, 79 et 80 et l'article 64 et l'article 68 et la réglementation 54P de la réglementation de la Cour. Merci, Madame la Présidente. La Présidente, merci. Donne la parole à Madame Taylor. La Défense. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je sais que la jurisprudence est différente, mais je tiens compte de vos propos, Madame la Présidente. Vous dites que ça a été déjà traité dans différentes notifications. Alors, je peux vous informer que nous allons soulever la question des difficultés et des contraintes, mais je ne peux pas vous donner une liste de témoins que je n'ai pas. Et pour ce faire, la défense a besoin d'identifier des personnes qui vivaient dans le milieu de M. Al-Hassan à Timbuktu, et ça, je ne peux pas les trouver chez Albert Heijn. Et tout témoin qui peut parler de ces questions de contraintes aura peur également de nous parler au téléphone et ne sera pas la personne qui va s'identifier à la défense de manière évidente. Donc, pour éviter toute question de renonciation, nous vous notifions de cela. Mais nous arguons également qu'il serait préjudiciable de faire revenir les témoins et nous ne voudrions pas que ces mesures soient balayées de côté, l'accusation ayant elle-même argué de l'état de la situation de coercition à Timbuktu. Donc nous ne voudrions pas proposer des choses qui ne soient inconnues à l'accusation. Ce qui me mène à mon deuxième point, celui de la forme physique pour pouvoir se présenter à son procès. Dans notre requête d'abandon des charges ou de non-comparution, nous avons dit que M. Al-Hassan n'était pas en forme physique suffisante pour être jugé. Et le bureau du procureur est informé cela depuis bien longtemps. En mai 2019, nous avons indiqué pour la première fois que M. Al-Hassan avait été diagnostiqué
par l'unité psychiatrique du centre de détention comme souffrant de PTSD. Et nous avons dit qu'il a besoin d'être réhabilité, d'être traité avant de pouvoir participer à cette affaire. En mars de l'année 2020, nous avons présenté également des spécifications suite à l'évaluation du Dr Porterfield dans notre demande de mise en liberté pour dire que l'état de M. Al-Hassan ne s'était pas amélioré, mais bien au contraire détérioré, compte tenu des restrictions supplémentaires imposées par la pandémie Covid. Et nous avons par ailleurs déposé les rapports du Dr Porterfield en mai. Dans notre rapport du 22 mai, nous avons indiqué que notre demande d'abandon des charges était liée au fait que M. Al-Hassan avait été totalement influencé, était incapable de participer à la procédure et qu'il était incapable de témoigner compte tenu du traumatisme dont il souffrait. Aujourd'hui, devant vous, nous ne pouvons pas exclure la possibilité que ce problème aille au-delà et ait une incidence sur les autres aspects de sa participation. 3 mois se sont écoulés depuis notre dernière rencontre avec M. Al-Hassan. Et lors de ces 3 mois, M. Al-Hassan n'a rencontré personne, mis à part le personnel du centre de détention et le personnel autorisé à rentrer. Il y a donc cet effet cumulatif de ce régime de détention très strict qui ont une incidence sur sa santé. Et pour cette raison, dans différentes écritures, nous avons mentionné à plusieurs reprises le besoin de rencontrer M. Al-Hassan pour essayer d'évaluer, au-delà de sa capacité à témoigner, d'évaluer l'impact de ces conditions de détention sur sa participation. Et cela concerne notre requête de libération. Et le paragraphe 3 de notre écriture 870. Nous n'avons malheureusement pas pu le rencontrer pour des raisons qui sont indépendantes de nous. Durant toute cette période, M. Al-Hassan a indiqué que dans la mesure du possible, il ne voulait pas réfléchir à ces questions ou en parler. Et dans son rapport, le Dr Porterfield a indiqué que M. Al-Hassan a essayé de dépasser l'inconfort qui consiste à discuter de ces questions. Et comme l'a écrit le Dr Porterfield, il est bien clair que cela pèse sur lui, lui impose une détresse supplémentaire et a un effet sur sa situation. Le problème, c'est qu'on n'a pas pu le rencontrer avant pour l'aider à passer cette phase et la dépasser. Donc, nous aurions préféré que l'évaluation complète s'intéresse à d'autres questions que sa participation au procès. Il n'a pas été possible de se faire, sans oublier l'impact potentiel sur sa personne. Donc, si et quand nous verrons M. Al-Hassan, si l'impact des 3 derniers mois a été plus important que ce que nous avons pu évaluer par le biais de communications téléphoniques, eh bien, nous devrions pouvoir informer la Chambre de cela dès que nous avons les motifs suffisants pour ce faire. Mais pour l'instant, c'est tout à fait abstrait. Nous ne pouvons pas le rencontrer pour évaluer le fait qu'il y a des motifs suffisants pour présenter cela devant la Chambre. Pour ce qui est des autres questions concernant la défense positive, l'article 32 ne requiert pas la même obligation de divulgation et il est notable que les questions soulevées par l'accusation aujourd'hui sont basées sur leur plaidoirie. Mais évidemment, nous suivrons les indications de la Chambre sur ces questions. Merci. Madame le juge, merci Madame Taylor. Monsieur Dutertre, à moins que vous n'ayez une question très particulière, nous avons toutes vos observations écrites, nous connaissons la loi, je ne vais pas faire des allers-retours sur des questions de détail, à moins que vous n'ayez un commentaire bref. Ça sera très bref, Madame la juge, je vous remercie. C'est la première fois
que l'accusation entend la question de la fitness for trial. Ça n'a jamais été mentionné avant. Il y avait bien la mention de la question de la fitness pour témoigner, mais pas de fitness for trial. Si c'est le cas, la défense doit filer le plus vite possible et pas à la dernière minute. Thank you. Juge, merci. Je vous ai interrompu d'un mouvement de la main. Je voulais revenir à ces points mentionnés par Mme Taylor. La défense a le droit de présenter toutes les requêtes qu'elle considère utiles. Si c'est une question de fitness motion, d'état de santé physique suffisant, vous avez le droit de le présenter dans votre requête d'abandon, mais ce n'est pas une question dont on va traiter aujourd'hui. Ce n'est pas non plus une opportunité pour présenter votre cas devant la Chambre. Une fois que vous aurez la possibilité de rencontrer M. Al-Hassan, vous pourrez nous présenter tout élément que vous considérez important. Nous discuterons de cela ultérieurement. La Chambre comprend bien la situation que vous connaissez aujourd'hui, la possibilité de rencontrer de visu votre client. Je voulais traiter de la question rapidement. La Chambre considère que le cadre réglementaire apporte suffisamment d'informations sur ce point. Suite à la règle 79.8, la notification faite suffisamment en avance pour permettre à l'accusation de se préparer et de répondre implique une notification avant le début du procès. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres délais importants à respecter, mais ceci est l'interprétation de la Chambre. Et quand je parle de notification, Madame Taylor, je sais que vous avez fait référence aux différents plaidoiries qui sont considérées comme étant des démonstrations de préjudice, mais ces notifications doivent être des notifications officielles faites avant le début du procès. Et j'ai pris note du fait que le calendrier requiert une période assez longue pour permettre à l'accusation de répondre à la défense et vice-versa pour faire face à toutes les questions en rapport avec la divulgation. La position de la Chambre est donc claire sur ce point et nous allons avancer sur cette base. Je vous prie donc de passer au point suivant. Il nous reste 15 minutes environ. C'est un thème difficile. Je me demande, Monsieur Dubuisson, j'ai négligé de vous donner la parole pour ce qui est d'une question ou d'une autre liée aux témoins de l'accusation. L'ordre de passage des témoins, avez-vous une intervention à faire à présent sur la question de l'organisation de la vidéo ou autre chose? Je vous remercie, Madame le juge. Je serai bref et puisque nous sommes en session publique, je ne donnerai pas de détails. Je dirai simplement que nous avons un lieu temporaire où nous pourrons faire des vidéoconférences à partir de la fin août, donc en fait pour le début de la présentation des éléments de preuve du bureau du procureur. Et nous aurons un autre endroit plus définitif à partir de la fin octobre. Donc nous pouvons travailler avec des vidéoconférences depuis le terrain, donc à partir de la fin août. La juge, donc des liens audio-vidéo depuis fin août, à partir de fin août depuis le terrain. Ah, ça c'est très intéressant comme information. Merci. Par ailleurs, ce qui a été mentionné par l'accusation, je sais que le greffe a un fardeau déjà très lourd, mais peut-être que le greffe peut prévoir des plans alternatifs si un témoin est attendu en salle et qu'à la dernière minute, il ne peut se présenter. Donc, si on parle de témoins qui sont présents en Europe, dit la présidente. Oui, alors nous sommes tenus par le protocole médical
qui est un protocole médical qui s'applique pour l'entrée dans ce bâtiment et qui s'applique également pour la présence en salle d'audience de tout un chacun par ailleurs, en ce compris bien sûr ou bien un témoin ou bien un accusé. Donc ça effectivement c'est quelque chose qui change régulièrement, qui s'adapte à la situation Covid générale et pour le moment effectivement il y a des mesures qui vont s'assouplir. Elles vont d'ailleurs s'assouplir non seulement ici mais également au centre de détention. Je vous remercie. Thank you very much, la juge, merci beaucoup, Monsieur Dubuisson. Je n'ai pas donné la parole au Conseil de la représentation juridique des victimes. Nous allons passer au point suivant qui porte sur les questions de la pandémie 19 et je donnerai la parole aux représentants juridiques des victimes ultérieurement. Profitons du temps qui nous reste et avançons sur ce point de l'ordre du jour, la question de la pandémie Covid-19, y compris les questions liées aux visites au centre de détention, la présence de M. Al-Hassan durant le procès, et je préférerais que l'on commence par des questions importantes qui ont déjà été mentionnées à plusieurs reprises, à savoir les questions de la défense liées à la communication avec M. Al-Hassan. Je voudrais, avant que l'on rentre dans cette discussion, vous dire que j'ai lu toutes les observations écrites avec attention. Je connais les différents protocoles qui sont mis en place. Je ne veux pas en entendre parler. Je n'ai pas besoin qu'on me répète ces informations et j'espère qu'aujourd'hui, nous pourrons identifier des moyens pour aller de l'avant ou voir des voies à étudier dans ce domaine et je commencerai par M. Dubuisson car je pense que la défense a souligné haut et fort quels étaient les défis qu'il rencontrait et je voudrais m'intéresser à ces deux questions spécifiques, à savoir sa présence ici en salle d'audience. On ne parle plus de sa participation, de sa présence aux audiences préparatoires, mais je parle du début des procédures, du procès. Là, c'est une question très importante. Les observations écrites de la défense ne sont pas suffisamment claires pour nous permettre de confirmer si M. Al-Hassan sera présent en salle d'audience. Et M. Dubuisson, j'aimerais insister sur le point, tout en reconnaissant vos obligations solennelles difficiles liées au centre de détention, les incertitudes de la situation actuelle. Je comprends aussi que c'est un centre partagé, mais c'est un centre de détention qui accueille des personnes dont les procédures judiciaires sont en cours. Une partie du mandat étant de faciliter et d'apporter le soutien à ces procédures. Il y a donc une obligation du greffe de s'assurer que ces politiques et ces mesures sont suffisamment adaptées afin de ne pas représenter un obstacle inutile à une procédure juste et équitable. Je sais que l'équilibre est difficile entre les deux points, mais j'insiste sur les questions d'équité et d'efficacité. J'apprécierais les commentaires du greffe. Y a-t-il eu des progrès sur ce point? Pouvez-vous nous donner des informations quant à la situation du centre de détention, tant pour ce qui est de la question de la présence potentielle en salle d'audience de l'accusé et de la visite de la défense en salle d'audience? Madame la juge. Alors, si vous me le permettez, je commencerai à l'inverse. Je commencerai par les visites à la détention. Alors, effectivement, donc, nous avons toujours permis la communication. Les communications téléphoniques ont toujours pris place. Et l'équipe de la défense, d'ailleurs, utilise énormément les communications avec le centre de détention. On nous a dit qu'il était préférable qu'on puisse avoir un contact visuel au moins avec l'intéressé. Nous avons mis à disposition des conseils la possibilité d'avoir une vidéoconférence. Donc cette possibilité existe déjà depuis plus de 2 semaines pour permettre à toute équipe de défense d'avoir les contacts avec
la personne qui se trouve au centre de détention. Aujourd'hui, donc, nous avons reçu hier soir confirmation de l'approbation par la présidence des mesures adoptées par le greffier, qui sont toujours les mesures de restriction liées au Covid que vous connaissez bien, donc je n'en parlerai pas davantage. Cependant, cette fois-ci, la présidence a été plus précise et elle demande au greffe de venir avec des solutions pour faciliter les contacts et les visites en personne au centre de détention. Donc nous avons déjà reçu les vues du médecin, puisque nous respectons et nous dépendons, bien entendu, d'un docteur, mais nous avons toujours suivi le côté médical et le côté professionnel du docteur du centre de détention. Et effectivement, il est occupé à travailler aujourd'hui sur une feuille de route qui va donner effectivement donc, les différentes mesures qui vont être prises au centre de détention pour pouvoir permettre les visites, qui sont des mesures comme le plexiglas, comme le gel, comme toutes les mesures qui existent aujourd'hui, bien entendu, mais ça doit être graduel et ça doit s'inscrire dans une ligne du temps. Donc, nous avons eu confirmation ce matin qu'effectivement le centre de détention, ce compris donc le chef du quartier pénitentiaire et le médecin, étaient occupés à travailler sur ces questions. Le protocole d'entrée, le protocole de visite au centre de détention pour effectivement pouvoir permettre ces visites. La présidence a approuvé la demande du greffier jusqu'au 13 juillet. Donc jusqu'au 13 juillet, il n'y aura pas de visite cependant au centre de détention. Voilà, donc ça c'est la situation actuelle. Alors pour ce qui est de la présence ici, bien entendu, donc, comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, la vidéoconférence existe, elle peut être utilisée à tout moment, comme elle a toujours été. Et pour effectivement permettre à une personne de venir ici, on a vu que c'est possible puisque c'était le cas dans une autre affaire récemment. Il y a également un protocole qui s'applique, il y a une quarantaine qui s'est appliquée. Maintenant, à savoir si le médecin du centre médical du centre de détention va également imposer éventuellement une quarantaine après la visite ici en salle d'audience, ça, aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre. Mais je sais effectivement donc que nous travaillons sur les deux. Tant la visite physique au centre de détention que la présence de l'intéressé ici en salle d'audience. Ms. Taylor, do you have any comments before? La présidente, Madame Taylor, avez-vous des commentaires avant que je ne fasse mes propres commentaires? La Défense, merci beaucoup Madame la Présidente. Nous avons des observations très vastes sur ce point. Dois-je les présenter maintenant ou bien après vos commentaires? Mais permettez-moi de dire avec tout le respect que les choses ne sont pas claires du tout pour ce qui est de savoir quand on pourra rencontrer Alassane et quand est-ce qu'il pourra venir en salle d'audience. La Présidente, je crois que le plus productif au point où nous en sommes, ayant entendu les commentaires du greffe sur la situation actuelle, nous prendrons peut-être la pause plus tôt, nous reviendrons plus tôt. Je ne voudrais pas interrompre vos observations orales, Madame Taylor, et je préfère faire des commentaires après avoir entendu les deux parties. Je ne sais pas si l'accusation a des commentaires sur cet aspect spécifique des choses, mais ils auront la possibilité de faire d'autres commentaires sur cette question. Nous avons avancé suffisamment. Je vous propose que nous levions la séance et nous reviendrons dans 45 minutes pour reprendre l'audience. Merci. All rise. Veuillez vous lever.